Mais d'abord, Médiamétrie vient de publier les chiffres d'audience de la radio. Vous êtes plus de 2 600 000 à faire partie de la grande famille Europe 1 et à écouter votre radio préférée tous les jours. Alors merci à chacun d'entre vous de nous faire une place dans vos vies, dans votre quotidien. Vous êtes là chaque matin, fidèles, passionnés, curieux, et grâce à vous, Europe 1 Matin, c'est pour nous tous qui sommes dans ce studio ce matin. Anissa, Fanny, c'est plus qu'un rendez-vous d'information, c'est avec vous un moment de partage et d'échanges qui nous poussent à vous proposer le meilleur de nous-mêmes. Donc merci au nom de toutes les équipes d'Europe 1 pour votre écoute. On passe au journal. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Nos enfants happés par le tourbillon de la violence. Hier, en pleine journée, à Villefranche-sur-Saône, près de Lyon, un adolescent de 13 ans a été tué d'une balle dans la tête. 2 mineurs ont été interpellés. Bonjour Jean-Luc Boujon. Bonjour. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans le Rhône. Que sait-on de cette affaire ce matin ? Alors ce qu'on sait, c'est que ce jeune de 13 ans prénommé Wassim a reçu une balle dans la tête alors qu'il se trouvait dans l'épicerie du centre commercial de ce quartier sensible de Belle-Roche. Mais ce matin, les circonstances précises du drame restent assez floues. Une enquête a été ouverte pour assassinat et l'hypothèse d'un tir volontaire est explorée, essentiellement parce que ce centre commercial se trouve à proximité d'un point de deal. 2 adolescents de 12 et 15 ans, des amis de la victime, ont été placés en garde à vue et sont interrogés depuis hier. Mais la piste d'un accident est également examinée. Par exemple, ces 3 jeunes étaient peut-être en train de manipuler une arme à feu quand le coup est parti. Le cousin de la victime penche pour cette hypothèse. Écoutez. Ça devrait être un accident. Après, on ne sait pas, on attend de voir. Le règlement de compte et tout ça, c'est juste n'importe quoi. Bien évidemment, c'était pas un agité. C'est un gamin normal, comme tous les gamins de 12-13 ans. Priorité, joue au ballon, joue au foot avec ses amis. Jean-Luc, l'âge des protagonistes de cette affaire nous interpelle tous. Ce drame pose aussi la question de l'accès des plus jeunes aux armes à feu. Oui, effectivement, car même si c'est un accident, comment expliquer que de très jeunes mineurs, 12, 13, 15 ans, aient entre les mains une arme à feu ? C'est parce qu'avec l'explosion du narcotrafic et des points de deal, les armes sont partout, explique Alain Barberis du syndicat policier Alliance. On a cette ultra-violence de mineurs sur l'agglomération lyonnaise, et donc on a de plus en plus notamment de contrôles et d'interpellations avec des individus qui sont porteurs d'une arme à feu. Et donc ça, c'est très révélateur, en effet, d'une circulation importante d'armes à feu aujourd'hui sur le territoire. Alors l'arme du crime, justement, qui sera cruciale pour tenter de comprendre ce qui s'est passé, cette arme n'a pas encore été retrouvée par les policiers. Merci Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 dans le Rhône. Nous partons en Alsace maintenant, où le père d'un enfant de 9 ans, séquestré pendant 1 an, a été placé hier en détention provisoire. Comment cet enfant a pu disparaître des radars pendant si longtemps sans que les autorités ne s'en inquiètent ? Le ministre de l'Éducation nationale, François Geoffray, se rend sur place aujourd'hui et lance une mission de l'inspection générale qui rendra ses conclusions dans 6 semaines. À la une également, ce mardi, la guerre au Moyen-Orient, le détroit d'Ormuz, au cœur d'une guerre de position navale entre l'Iran et les États-Unis. Donald Trump a mis en place un blocus de ce passage stratégique hier. Il assure que tout navire d'attaque rapide qui tenterait de le forcer sera détruit. L'Iran dénonce une violation de sa souveraineté. Emmanuel Macron annonce dans les tout prochains jours une conférence des pays prêts à contribuer à la sécurisation pacifique du détroit. Et c'est dans ce contexte tendu que débutent aujourd'hui les pourparlers entre Israël et le Liban. Oui, à Washington, sous l'égide des États-Unis. Bonjour Frédéric Simon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Israël. Ce sont des négociations historiques, Oui, on peut en effet parler de négociations historiques puisque c'est la première fois en plus de 30 ans qu'Israéliens et Libanais négocient directement un accord de paix. Les pourparlers débuteront à 17h heure de Paris. Ils se tiendront à Washington sous l'égide de l'administration américaine. Les États-Unis seront représentés par leur ambassadeur à Beyrouth, Michel Issa, et probablement par le secrétaire d'État Marco Rubio. Côté israélien et libanais, les négociations seront menées par leurs ambassadeurs à Washington respectivement, Yerkel Leiter, un proche de Benjamin Netanyahou, et Nada Hamadeh Mouawad. Et du point de vue d'Israël, l'objectif est d'obtenir le désarmement du Hezbollah. La milice pro-iranienne est entrée en guerre contre Israël le 2 mars dernier, au lendemain de la confirmation de la mort du guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, dans des frappes israélo-américaines. Depuis, le Hezbollah pilonne quotidiennement les localités du nord d'Israël et l'armée israélienne mène des opérations aériennes et terrestres de grande ampleur au Liban. Les chances de succès des pourparlers de paix qui débuteront aujourd'hui à Washington sont considérées comme minces en Israël, où l'on estime que les autorités libanaises sont dans l'incapacité de désarmer le Hezbollah. Mais pour l'administration américaine, ces pourparlers sont de la plus haute importance. Elle redoute en effet qu'une escalade au Liban n'incite l'Iran à renoncer définitivement aux négociations entamées dans les difficultés la semaine dernière à Islamabad. Merci Frédéric Simon, en direct de Tel Aviv pour Europe 1. Le pape Léon XIV, lui, poursuit son séjour en Algérie, 2e jour d'une visite historique. Jamais un pape ne s'y était rendu. Hier, le souverain pontife a tenu à saluer la mémoire des 19 martyrs catholiques tués pendant la guerre civile. Parmi
parmi lesquels 7 moines de Tibirine, assassinés en 1996. Bruno de Chergé est le neveu de l'un d'entre eux. Il se dit touché par cet hommage papal. Écoutez. C'est beaucoup d'émotions. L'Église est très attachée de plus en plus à ces 19 martyrs d'Algérie. Ils ont un vrai message de paix. Le pape Léon XIV a commencé son pontificat en citant mon oncle Christian de Chergé, en parlant de la paix, désarme-moi, désarme-les. C'était des paroles de mon oncle Christian de Chergé quand il s'est mis en prière juste après la visite du GIA, soir de Noël 1993, donc 3 ans avant leur enlèvement. C'est touchant que le pape Léon XIV s'intéresse à tous ces religieux et religieuses qui sont au service du peuple algérien et de l'Église algérienne. Bruno de Chergé, secrétaire de l'association des moines de Tibirine, joint pour Europe 1 par Arthur Delaborde. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h07. C'est le choix de la rédaction d'Europe 1 ce matin, mettre en lumière une réalité souvent cachée, le racisme dont sont victimes les personnes perçues comme blanches. Mais 39% d'entre elles disent avoir subi déjà des agressions ou discriminations à caractère raciste, selon une étude de l'IFOP pour la LICRA. Nous ne sommes donc pas dans le fantasme victimaire, souligne l'enquête. Et c'est aussi ce qu'a pu constater à Toulouse le correspondant d'Europe 1, Charles Lhuillier, reportage. Dans ce quartier très sensible de Toulouse, où les commerces communautaires sont devenus majoritaires, Sylvie et ses filles ne se sentent plus en sécurité, car désormais stigmatisées. Nous, nos filles s'habillent correctement pour ne pas se faire insulter. Donc elles ne s'habillent pas les bras à l'air. Enfin, si c'est une blanche, c'est sûr, elle va se faire insulter. Ils vont l'approcher en lui disant comment t'habiller, sale chrétienne, sale tato, t'as pas honte. Mais je suis obligée de quitter mon quartier. Quand je suis arrivée, c'était la fraternité. Et là, on est dans l'extrémisme, on ne vit plus. Une hostilité qui aujourd'hui s'exprime même dans les zones qu'on pensait auparavant protégées. Preuve en est, il y a un mois, dans ce quartier cossu du centre-ville toulousain, le mur à l'entrée d'une église a été recouvert d'un tag très connoté. Marc et Séverine vivent juste en face. Kill all the white men. Ici, il y avait à mort les blancs, et là on est là mitoyen avec l'église. C'est pas autre chose que du racisme anti-blanc. Et forcément, désormais, le couple n'est pas rassuré. J'irai pas me balader comme je le faisais il y a 15 ans. On est obligé de le prendre mal puisque c'est contre nous. Phénomène que personne n'a dénoncé il y a un mois ici, lors de la dernière marche contre le racisme, événement durant lequel les drapeaux français n'étaient étrangement pas les bienvenus. Toulouse, Charles Lhuillier. Alors, est-ce que, selon vous, le racisme anti-blanc progresse en France ? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui sur le site et l'appli d'Europe 1. Vous y répondez dès maintenant, on vous attend. Le football, quart de finale retour de la Ligue des Champions ce soir. Le PSG se déplace à Anfield pour défier Liverpool. Les Parisiens sont favoris avec déjà 2 buts d'avance. Match à suivre ce soir, 21h sur Canal+. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Vous restez avec nous sur Europe 1. Vos signatures du mardi arrivent à partir de 8h30 avec Emmanuel Ducrot et Eugénie Bastier.